c'était très visionnaire parce qu'il disait sa baseline, c'était tu peux être le héros de ta propre vie. Tu es un héros, mais il y a que toi qui le sais. Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous aimez bosser tout en apprenant plein de trucs, alors croyez-moi, Creative Pep Talk est fait pour vous. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Quel est le lien entre le photographe JR, le collectif des Beautiful Losers, l'illustrateur Mike Perry et le musicien Tommy Guerrero? Je vous le donne en mille. En fait, vous l'avez déjà deviné car tout est dans le titre de cet épisode. Le point commun entre tous ces artistes, c'est que je les ai découverts il y a plus de 10 ans dans Clark Magazine. Alors, si vous avez moins de 25 ans, il est possible que ce nom n'évoque absolument rien. Mais, j'imagine que pour d'autres, si vous avez 30 ans ou plus et que vous exercez aujourd'hui dans le domaine créatif, il est possible que Clark ait contribué à sa manière à votre vocation. C'était du moins le cas pour moi. J'ai découvert Clark Magazine lors de mes études de graphisme aux Beaux-Arts. Et comme la ligne éditoriale de ce fameux magazine englobait la musique, le lifestyle et le graphisme, et vu que j'avais un appétit dévorant pour tout ce qui était artistique ou culturel, Clark tombait à pic. Tout a commencé pour moi avec le numéro 25. C'était au mois de juin 2007. Je m'en souviens très bien, c'est l'artiste californien Steven Harrington qui avait fait la couverture. Vous vous souvenez? Et à partir de ce moment-là, jusqu'à son arrêt en 2012, j'ai quasiment acheté chaque numéro. Pour moi, Clark, c'était plus qu'un magazine. C'était une ouverture sur le monde. Un monde artistique dont j'ignorais les codes, mais qui me fascinait, car il incarnait tout ce qui me faisait rêver. C'était cool et branché, sans se prendre trop au sérieux. Engagé sans être prise de tête, et surtout, ce magazine m'a fait découvrir un monde underground et un univers culturel incroyable. Grâce à Clark, j'ai découvert des artistes, des personnalités, des mouvements, des livres, des groupes de musique, des documentaires, blablabla, et c'est en cela que ce magazine m'a influencé et a participé à me forger une culture personnelle qui, d'une certaine manière, fait celui que je suis aujourd'hui. Clark Magazine, c'est aussi une aventure éditoriale de plus de 11 ans, de 2001 à 2012 pour être précis. Une histoire passionnante, et Guillaume Le Goff que vous entendrez aujourd'hui en est le cofondateur. Vous l'entendrez, Guillaume est un mec tellement passionné qu'à peine rencontré, il était déjà en train de me raconter ses 1001 histoires. À tel point que je n'ai pas réussi à lui poser ma fameuse première question, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin? Mais inutile d'écouter très longtemps pour en connaître la réponse, Guillaume est littéralement habité par son amour de la street culture et de tout ce qui s'en rapproche. Du coup, bang, on est directement rentré dans le vif du sujet, à savoir l'histoire de Clark Magazine. Car c'est surtout pour ça que je voulais interviewer Guillaume. Clark, c'est une histoire avec un début et une fin. Alors, qu'est-ce qui a poussé Guillaume en 2001 à se lancer dans la création d'un magazine? Comment cette revue est-elle devenue petit à petit le porte-drapeau français d'une culture urbaine qui a influencé tellement de gens? Quels ont été les éléments qui ont permis au magazine de s'établir dans la presse française? Et puis malheureusement, quels furent les événements qui mirent fin à cette aventure? Dans cet épisode haut en couleur, on parle de rap, de skate, de soirée, de travail, d'artistes, de paris, de voyages, de relations, d'organisation, de galères, de réalité économique. Mais surtout, on parle de passion. Mesdames et messieurs, accrochez vos ceintures et préparez-vous pour un saut dans le temps. Voici ma rencontre avec Guillaume Le Goff. Bonne écoute. Il y avait tout un tas de gens, d'activistes comme ça, passionnés, qui se retrouvaient. Et c'est vrai qu'un magazine, c'est un peu une vitrine pour tout ça. C'était une plateforme. C'était pas du tout un truc très personnel. C'était, au début, oui. Parce que, pour revenir à la genèse, nous, à la base. Vas-y, prends le micro. Ouais, ça c'est le tien. Hop, voilà. Ouais. Nous à la base. Bonjour. Bonjour. Salut Jérémy. Bienvenue. Bienvenue à toi. Et merci de t'intéresser à cette petite histoire et d'être venu là ce matin. Non, voilà, effectivement, c'est une histoire très particulière, comme plein de projets comme ça qui sont à la base alternatifs, qui ont été pour le coup éphémères, puisque Clark a duré 10 ans. Un peu plus de 10 ans. D'accord. Ouais, 10 ans. Un peu plus si on compte la gestation, puisque moi je suis arrivé, je collaborais, moi j'étais étudiant à Rennes. Je venais d'une ville de l'Ouest qui s'appelait Cholet, qui était une ville qui était connue pour le skateboard, parce qu'il y a eu un des premiers skateparks, un des premiers événements de skateboard.
mais aussi où il y avait des concerts, il y avait des prestations d'artistes, des stands de petites marques et tout, dont je m'occupais aussi. J'étais vice-président de l'association. On était très jeunes, investis dans l'associatif, comme beaucoup de gens, de jeunes en province, à la campagne, parce que t'es dans le DIY, le do it yourself, tu as envie d'être en association avec tes amis, t'as envie de faire te retrouver autour d'une passion commune qui était à la base le skateboard. Mais on avait aussi à côté de ça un intérêt pour la musique et grâce au skate avoir eu une fenêtre ouverte sur plein de choses déjà. Alors grâce au skate, mais aussi grâce à notre environnement, hein, les plus grands, les qui nous faisaient écouter à la base. On a découvert aussi bien les Cure que toute la évidemment le rap US a commencé par des groupes comme Public Enemy, De La Soul, mais aussi d'écouter plein de choses, Magma, Gong, des groupes divers et variés. Donc de découvrir aussi les pochettes de disques, de découvrir l'art qu'il y avait sur les planches de skateboard, la photographie, les magazines, Thrasher, Transworld et tout à l'époque. Après moi j'ai été étudiant à Rennes et j'ai commencé à Cholet. Déjà on avait commencé avec des amis un petit fanzine. Moi j'avais la chance d'avoir une mère instite avec une photocopieuse à l'école dont on se servait pour faire des petits fanzines. On écrivait des articles dans la chambre, on fumait des bangs et on écoutait Cypress Hill et les Beastie Boys. Et donc on faisait des petits fanzines qui parlaient de plein de choses, de coups de gueule politiques, d'état d'humeur, de musique, de plein de petites choses comme ça, de skate. Après quand je suis allé à Rennes, ça c'était fin 90, 97, 98. Donc on était dans l'âge d'or déjà du rap français. C'était vraiment c'est ce qu'on appelait vraiment l'âge d'or du rap français, avec tous les groupes de Paris, de Marseille et de province. Nous, dans l'Ouest, on avait aussi une grosse communauté hip-hop qui était qui était très créative, qui était bien organisée. Sismix Records, Franche Connection à Rennes, les RCK, tout ça, des graffeurs, des danseurs. C'était vraiment, ça bourgeonnait pour tout ce qui était les cultures indépendantes qu'on a appelé après la culture urbaine, terme qu'on n'aimait pas trop et qui après on a pu appeler la street culture aujourd'hui. À l'époque, c'était juste nos vies et puis c'était nos passions, c'était très vivant, c'était très créatif, c'était fédérateur aussi. Et donc moi je gravitais entre les scènes hip-hop à Rennes, le skate, mais aussi Rennes était une ville très rock et on écoutait aussi beaucoup de rock. Moi j'écoutais beaucoup de punk rock, beaucoup de hardcore, beaucoup de métal. J'adorais Suicidal Tendencies, j'adorais plein de groupes aussi de hardcore, vraiment de hardcore new-yorkais. Ah ouais, à fond, on écoutait à fond Bad Brains, Black Flag. Je pense qu'on était vraiment sans fausse modestie, on était ultra ouverts, ça nous permettait en tout cas moi ça me permettait de graviter d'une scène à l'autre. Ouais, le punk hardcore, c'est grâce à Clark que j'ai majoritairement découvert. Hein. Ouais, nous on l'a découvert. Moi je l'ai découvert parce qu'à Rennes, il y avait des activistes du punk hardcore et j'adorais l'énergie du hardcore, j'adorais les idées, les valeurs du hardcore et j'adorais le hip-hop, j'adorais le graffiti, j'adorais le rap, j'adore toujours et j'adorais le breakdance, j'adorais le MCing, j'adorais le turntablism. C'est à Rennes où on a eu une révélation une nuit au Transmusical où on a découvert Qbert une nuit après Africa Bambaataa à 5h du mat, un set de Qbert et des Invisible Scratch Pickles. À l'époque, c'était en 96 ou 97. C'était fou, c'était l'invention de la musique par platine. C'était une vraie révolution à l'époque. C'était vraiment frais. Il y avait tout le rap indépendant new-yorkais qui était très fort, Raucus, etc. Évidemment, il y avait aussi Moax, il y avait Ninja Tune, donc c'était très riche. Moi, je commençais à écrire pour un magazine de skate qui s'appelait... j'écrivais pour plein de magazines parisiens, pas plein. Voilà, Tribeca, Power, je sais plus, des magazines un peu transversaux, multiculturels, mais aussi de musique. J'ai écrit pour un magazine de rap qui était un peu connu à l'époque, qui s'appelait RER, pendant qu'il y avait Radical, il y avait aussi RER Radical était très hip-hop. J'aurais aimé faire des choses pour Radical, mais j'avais pas mes entrées à l'époque et donc j'ai fait un truc, je bossais pour RER. J'avais notamment fait un dossier sur le hip-hop rennais qui était assez cool. Voilà. Et à Rennes, donc moi j'avais aussi une association qui s'appelait Présence Urbaine avec des amis du milieu rennais. Donc on organisait des concerts de rap à l'Ubu. Donc on a fait venir plein de groupes, Ideal J, le 113, IAM, La Rumeur. On a été les premiers à faire venir le groupe La Rumeur, qui était le groupe de rap un des groupes de rap que je préférais à l'époque. Et je suis toujours aussi aujourd'hui persuadé que le maxi de Ekwe, Poison d'avril, était un des meilleurs maxi du rap français. Voilà, c'est une petite note pour ceux qui le connaissent pas. Faut écouter absolument ce maxi qui doit dater de 97. Et on avait fait venir aussi, comment il s'appelle, Lunatic, Booba, qui était pas du tout une star à l'époque, mais qui était une des révélations du rap français, qui était tout maigre et tout gentil.
avec qui on avait passé une bonne soirée à parler de plein de choses qui étaient intéressantes. Et bref, et en fait, du coup, on était, je baignais là-dedans et donc je commençais aussi à venir à Paris déposer des fanzines dans quelques magasins de graffiti, de hip-hop, etc. Et on était très bien reçus à l'époque parce que les gens voyaient qu'on était des passionnés, qu'on faisait un produit de qualité qui était un petit fanzine qui s'appelait Matza et qui nous demandait pas mal d'énergie, mais qui aussi était aussi un moyen pour moi de dire. Mais à côté de ça, on faisait bien la fête, on allait beaucoup en rave party aussi à l'époque parce que c'était l'époque des rave party, le milieu des années 90 et dans l'ouest de la France, on avait une grosse scène techno et on adorait ça. On adorait, c'était génial de découvrir ce qu'étaient les prémices des teufs et de la techno et tout ça pour nous ça participait, enfin en tout cas pour moi, ça participait d'une même chose, tu vois. Aussi, j'ai eu de la chance d'avoir une éducation, on m'a permis d'avoir les yeux ouverts sur pas mal de choses et je pense que ça, de toucher à toutes ces scènes, ça permettait de nourrir tout ça et de rencontrer des gens, je viens pas d'un milieu, je viens d'un milieu modeste, mais moyen, mais je pouvais pas non plus voyager comme certains à New York ou à Los Angeles ou à l'autre bout du monde ou à Londres, etc. Mais c'est vrai qu'on avait autour de nous, dans l'ouest de la France, Nantes, Rennes, Cholet, puis après à Paris, et c'était vraiment très riche en découvertes et en rencontres, etc. Et puis c'était vraiment passionnant comme scène à l'époque, cette scène qui, si on la regroupe aujourd'hui, on peut l'appeler street culture, donc assez foisonnante. Moi j'habite en Vendée, donc on allait aussi faire un peu de surf, on avait la Tranche-sur-Mer et tout, donc on touchait à tout ça. Et puis bon, voilà, donc quand j'ai commencé à piger, je venais à déposer le fanzine, je venais à Paris, et puis j'ai commencé à travailler pour un magazine de skateboard en 97, 98, 98, 99, qui s'appelait Trix Skate Mag, qui était un des premiers nouveaux magazines de skate en kiosque avec Sugar. Parce que le skate, pareil, ça explosait dans les années 90, hein. Après il y a eu le film Kids, aujourd'hui, là, il y a pas longtemps, il y a eu Mid-90s qui retrace tout ça, c'était plein de groupes de hip-hop, hyper riches pareil en termes de petites marques indépendantes, de visuels, de t-shirts, de marques de chaussures, Ethnies, DC, etc. C'est très très riche et passionnant. Et donc moi j'ai commencé à faire les pages de graffiti, à écrire des chroniques de disques sur tout ce qui était hip-hop pour le magazine Trix, à faire des petits comptes rendus aussi de contests de skate et tout. Et après ça, donc du coup, quand j'ai fini mes études, je devais faire l'armée. Voilà, comme beaucoup. En fait, à la base, moi je devais faire une coopération, un service en coopération à TV5 à Montréal, parce que j'allais beaucoup à Montréal à l'époque. Enfin, j'avais de la famille, donc j'allais à Montréal. Et Montréal était aussi un peu l'antichambre de ce qui se passait à New York. Je pouvais pas aller à New York. J'y suis allé une ou deux fois à l'époque, en 97-98. Enfin, c'était déjà génial d'y aller. Pareil, il m'est arrivé des histoires assez incroyables. Rencontrer un gars des Beastie Boys. Alors ça, c'est venu après. Ah d'accord, pardon. Non. Je vais te non, moi j'ai eu la chance, j'ai fait un stage dans un label de hip-hop montréalais, qui était un label de rap indépendant québécois. C'était le premier label de rap indépendant québécois qui s'appelait Montreal Records, avec notamment le groupe Sans Pression, qui était un peu les Mobb Deep de Montréal. Et Montréal, à l'époque, c'était une ville qui était, évidemment, proche de New York, très influencée. Et il y avait des très bons magasins de disques. Et un des magasins de disques, qui s'appelait Ouch, je sais plus, bref, sur Saint-Laurent, il y avait un vendeur. Et il y avait, c'était vraiment le Fat Beats de Montréal. Et il y avait un vendeur qui était assez intéressant, qui écrivait des fiches sur les disques comme ça, ce qu'on faisait pas forcément en France, à Paris. Et qui disait, voilà, c'était là, par exemple, il y avait Slim Shady de Eminem qui venait de sortir, produit par Dre. Et je me souviens, je disais, mais un rappeur blanc, t'es sûr? Parce qu'à l'époque, il y avait ce genre de dichotomie, là. Et en fait, il me dit, si, tu vas voir, c'est produit par Dre, c'est charmé, c'est incroyable et tout. Donc, je lui avais acheté le vinyle. Puis, je venais lui vendre des vinyles du label aussi, il en prenait. Puis, il trouvait ça intéressant. Et il se trouve que ça a été, c'était Dave One, qui plus tard a formé le groupe Chromeo, qui aujourd'hui est vraiment une superstar internationale, qui a produit plein de disques. Là, récemment, il vient de produire Vampire Weekend. Enfin, il a produit des disques avec DJ Mehdi, etc. Enfin, c'est une personnalité incroyable et passionnante, un intellectuel en plus, doté je sais pas, il a un doctorat en littérature française. Enfin bon, maintenant il vit à New York, mais il est de Montréal. Et son petit frère, c'est A-Track, le DJ. Donc je sais pas, pour ceux qui connaissent pas A-Track, il a gagné la Coupe du Monde de DJing DMC à 13 ans. Il a été DJ pour Ice-T, les Alcoholics, et etc. Après Kanye West. Aujourd'hui, il est à New York, pareil. C'est un grand musicien, DJ, etc. Et que je l'ai connu en pyjama, il avait 12 ans pendant sa chambre, parce que son grand frère m'avait ramené, j'avais sympathisé, je suis devenu pote avec Dave, et je l'ai ramené en voiture chez lui dans le quartier de Montréal où ils habitaient. Et bref, et pourquoi je te dis ça, c'est qu'à l'époque, donc déjà, moi j'allais un peu à Montréal et c'est vrai que j'étais une fois à New York et j'ai fait un article pour un journal de Montréal qui s'appelait Ici. Il y avait un événement à New York à l'époque qui a lieu toujours, mais qui était très très il y avait la Zulu Nation,
Donc quand tu t'es intéressé au hip-hop, aux valeurs du hip-hop, au hip-hop indépendant, etc., t'avais la Zulu Nation, puis t'avais un autre événement qui s'appelait le Rocksteady Crew Event. Rocksteady Crew, c'était le crew de breakdance, notamment avec Crazy Legs, à New York, du Bronx. J'ai été là-bas avec un team de gens de Montréal. On a pris une petite camionnette, tac, on est parti. On a été pendant une semaine à New York. C'est la première fois que j'allais à New York. Donc j'ai été à Supreme parce que moi je faisais du skate. Donc je savais qu'il y avait une boutique de skate qui s'appelait Supreme, qui était une toute petite skate shop indépendant à Manhattan. Et donc chiller un peu avec les gars, skater avec les gars, etc. Donc ça c'était, pour moi c'était cool. J'avais acheté une cassette de skate, une vidéo qui s'appelait la mixtape de Zoo York, où il y avait Redman, Method Man qui rappait avec des skateurs qui étaient pour moi genre parmi les meilleurs du monde, et c'était à New York. C'était très street culture d'ailleurs. Et à côté de ça, donc il y avait ce Rocksteady Crew Event où il y avait genre les légendes du hip-hop new-yorkais qu'on voyait, qu'on touchait, et puis les nouveaux, les Mos Def, les Talib Kweli, les Arsonistes, plein de gars, voilà. Et j'avais vécu une semaine incroyable. J'avais fait un article, c'était assez fou. Et mais à côté de ça, donc voilà, bon après, je devais finalement peut-être aller vivre à Montréal et travailler pour TV5. Puis ça s'est pas fait. Puis je suis resté à Paris. Et donc bon, il fallait que je trouve un boulot parce que sinon je faisais l'armée. C'était comme ça à l'époque. Et je faisais partie des derniers à dire oh là là, mais à l'époque c'était Chirac. C'était un très mauvais président, mais il a compris un petit peu que les jeunes, on voulait pas faire forcément tous l'armée. Bon bref, et du coup, comme je pigeais pour ce magazine de skate, et qu'à côté de ça, j'organisais des événements, que j'avais mon fanzine, que je faisais je récupérais des pubs à droite à gauche. Le patron du magazine de skate que j'ai rencontré, qui avait un magasin de skate à Bastille, à Paris, qui s'appelait Snow Beach, lui, il m'a proposé comme je connaissais un peu l'équipe du magazine de skate pour lequel je pigeais, on s'est dit tiens, ça marchait pas mal. Le skate à l'époque, c'était une industrie qui fonctionnait pas mal, hein, la scène indépendante. Et donc il m'a dit viens, si tu veux, je te signe un contrat, voilà. Et puis je suis arrivé à Paris en janvier 2000. Et puis c'est vrai qu'avec le rédacteur en chef de Trix, Jonathan Choquel, on discutait beaucoup de plein de choses, du Wu-Tang, de Bruce Lee, de Lee Scratch Perry. C'était quelqu'un qui avait une grosse culture aussi de la street culture, du lifestyle, qui était très curieux, qui avait une grosse culture musicale. Et pareil, on avait plein de stands d'intérêt en fait. On se disait, on n'est pas juste passionné de skate, on est passionné par tout ce qui est créatif et alternatif, vraiment, de manière très large. Et on se disait, mais il y a pas de magazine quoi qui traite de ça. Et à l'époque, un magazine, c'était ta porte d'entrée dans une scène quoi. Je me souviens quand on recevait un magazine, on l'attendait fébrilement, presque en tremblant, et quand on le recevait, on s'enfermait et on découvrait tout un monde et on avait l'impression d'appartenir à ce monde. Non mais c'était un trait commun de plein de gens. Ça te raccrochait, ça te permettait de te projeter et de te dire et de découvrir plein de choses. Voilà. Et du coup, on avait cette envie commune et on avait ce cadre et cette liberté parce qu'à l'époque, vraiment, je suis tombé dans un bureau qui était un bureau un peu de frics. Ça fumait beaucoup de weed. Il y avait des personnages bizarres qui passaient. Mais en même temps, on avait une grande liberté. C'est-à-dire que le patron du magasin de skate qui avait fait que Trix, pour plein de raisons, notamment financières et économiques, pour booster son shop, parce qu'il mettait un catalogue dans Trix de vente de VPC, enfin ça on l'a vu plus tard, mais c'était normal, pousse son business, crée ce magazine de skate, et derrière nous disent écoutez, on a des ordinateurs, vous êtes employés. Donc j'avais l'armée, c'était fini pour moi, ou là, donc je reste à Paris, je tombe amoureux en plus d'une fille en 2001, 2002, donc je m'établis, c'est un peu plus basique et tout, et je gagne vraiment pas bien ma vie, mais en même temps bon, de quoi vivre. On est à Paris, il y a la scène hip-hop, il y a la scène drum and bass, il y a la scène skate, Paris, t'es projeté là-dedans, c'est assez cool. Je bougeais pas mal aussi, et du coup on se dit on va créer un magazine, et Jonathan avait déjà réfléchi à ça et il dit ouais, moi je voudrais l'appeler Clark Kent, Superman, parce que sa devise, et c'était assez visionnaire. C'est dommage que par derrière ça se soit un peu perdu, mais c'était très visionnaire parce qu'il disait sa baseline, c'était tu peux être le héros de ta propre vie. Tu es un héros, mais il y a que toi qui le sais. Et donc c'était un délire de super-héros parce qu'il y avait aussi toute cette culture Marvel Comics, Star Wars, machin, qui était présent dans nos vies, dans nos inspirations, dans nos influences. Et donc Clark Kent, Superman, un peu une espèce de sens caché mystérieux, et en même temps Clark, ça claquait bien comme nom. Voilà. Et donc on lance le premier numéro de Clark en se disant de quoi on va parler, et il nous faut un DA. Et donc on trouve un DA, je sais même plus comment on avait trouvé ce DA, Jérôme, qui était très doué graphiquement, mais qui n'avait jamais fait de magazine. Et donc ça se voit particulièrement sur le premier numéro, c'est un gros bordel. Malheureusement, il y avait plein de bonnes idées, mais un peu gâché par une mise en page
trop fourni, on n'a jamais réussi à couper certaines choses et tout. Bon, on a fait nos armes, mais en même temps, les gens ont vu qu'il y avait un esprit. C'est ce qui a permis d'installer le truc, tu vois, un reportage sur la Zulu Nation. Ça, c'est mes photos, notamment de New York ou de Londres. Un truc sur la hardcore, un truc sur le graffeur mode 2, un truc avec une interview avec Lee Perry, qui était pareil, une des figures emblématiques de scène, notamment avec les Beastie Boys, etc. Anti-Pop Consortium. Et puis assez d'ouverture, parce que un road trip en Jordanie avec beaucoup de beaux paysages, de monuments, etc. Des finales de scratch, des trucs. Enfin, il y avait, voilà, en termes de musique, on voulait refléter de l'éclectisme, un peu de bécane, etc. Enfin, et très graphique, voilà. Et c'est ce qui a fait que on s'installe tout doucement, parce que c'était un trimestriel. Donc la deuxième couve, on l'a fait avec Africa Bambaataa, il me semble. Ensuite, on fait une couve avec Ed Templeton ou avec un crew de graffeurs qui s'appelait le 123 Clans. Ensuite, on fait une couve avec des catcheurs, mais toujours en essayant de mélanger plein de choses. Voilà. Et hyper éclectique. Ouais, vraiment, c'était le maître mot de ce qu'on voulait incarner, du renouveau, enfin pas du renouveau, une fraîcheur qu'on retrouvait pas dans d'autres magazines, que ça soit dans des magazines genre Technicart à l'époque, qui était pareil, un peu genre sociétaux, éclectisme, ou Watt, qui était très fashion, mais qui parlait de streetwear aussi un peu. Voilà. Et nous, tout humblement, on a commencé à faire ce magazine. Après, on a fait aussi des soirées au Rex Club, parce on se disait, ok, on a un magazine, donc pour le numéro 2, ou le numéro 1, je sais plus, en février 2001, on s'est dit qu'il fallait faire une grande fête pour réunir tout le monde. Et moi, j'ai fait le tour de tous les établissements de clubs de Paris en disant, voilà, on vient de sortir ça. Est-ce que c'est cool si on fait une soirée chez vous pour réunir un peu du monde? Il y a eu 2 clubs qui m'ont reçu, c'était le Gibus et le Rex Club, qui étaient des clubs emblématiques de Paris, historiques. Et le directeur du Rex s'appelait Christian Paulet, qui est devenu plus tard le manager de Laurent Garnier. Nous a ouvert les portes. Donc on a fait une première soirée qui s'est super bien passée, avec pareil une programmation très éclectique, Dynasty, Pedro, La Caution, etc., un live. Donc tout de suite, pareil, ça a bien fonctionné parce qu'on était les seuls, on était pas les seuls à faire ce genre de programmation et de se dire, bah ouais, nous aussi. Y a pas de raison, on veut écouter du hip-hop en club, quoi. Genre, ça se faisait pas du tout à Paris, vraiment. Très, 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 très rare. Et c'est devenu une régulière parce que, au fil des années, j'en ai organisé plus de 40. Donc avec plein de gens divers et variés, des DJ, des lives et tout. Et ça, c'était aussi, Clark était aussi connu grâce aux soirées Clark au Rex, qui était vraiment une vitrine, c'était assez fédérateur. Pareil, il y avait de tout, des skateurs, des gens du hip-hop, dans main bass de la techno, des mannequins, des nanas hyper mignonnes, qui venaient parce que c'était safe et c'était bonne ambiance et que ça dansait. C'était simplement une grosse énergie. C'est vrai que d'écouter un morceau du Wu-Tang ou des Beastie Boys à 1h du mat avec le sound system du Rex, c'était genre fou, quoi. Donc c'est des souvenirs incroyables. Et enfin pas incroyable, mais vécu et bel et bien quand même assez unique. Voilà, d'ailleurs c'est marrant, il y a un livre sur le Rex Club qui va sortir là par un écrivain journaliste et évidemment je pense qu'il va faire il est en train de faire une partie sur les soirées Clark parce que les flyers, la programmation, le public, c'était vraiment une photo de l'époque. Rédacteur en chef commercial et organiser les soirées au Rex Club, c'était pas un peu trop pour une seule personne? Si, sans doute. Surtout pour le salaire pour lequel j'étais payé. On faisait pas les choses pour l'argent, je le voyais pas beaucoup à l'époque et en fait, on y vient, c'est qu'un des soucis et ce qui a fait aussi que ça se délite, c'est qu'on n'était pas propriétaire de la marque Clark. C'était le patron du magasin de skate qui avait déposé ça et qui était le propriétaire du truc et qui gérait les finances, qui gérait l'administratif quand même, parce que si j'avais eu ça aussi à gérer, je crois que je m'en serais pas sorti, mais j'aurais peut-être dû le faire parce que il faut s'intéresser aussi à ces questions. Mmh. Quand on est dans l'indépendance, on doit faire attention à tout ça. On doit faire aussi attention à tout ce qui est la face cachée de ce genre de belles entreprises. Ouais, c'est aussi le business, les chiffres, la comptabilité, l'argent, etc. Ça, c'était une des raisons de la perte de Clark, sincèrement. Et le fait aussi qu'à un moment, on y reviendra sur la fin, c'est que moi, pendant 5 ans, je me suis battu pour avoir des parts du magazine, pour être associé à la marque, et c'est impossible. Voilà, pour plein de raisons, qui sont indépendantes de ma volonté quand même, mais aussi qui sont dépendantes de la mienne, parce que j'aurais dû peut-être être plus ferme. Faut être très très ferme quand on fait aussi. Donc faut être. Ce qui est trop, c'est quand à un moment tu réalises que il te manque aussi des qualités, ou que t'as pas certaines qualités que t'as pas, ou que t'as pas assez poussé, qui font que ton truc il va pas jusqu'au bout. Et voilà. Et donc il y a eu première phase, donc lancement du numéro 1 de Clark 2001. À côté, il y avait le magazine de skate. Donc Clark était un trimestriel.
Trix était un bimestriel, on était une petite équipe, on était 5-6, donc on était vraiment pas beaucoup. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu les profits, entre guillemets, de Trix Skate Mag, qui était le magazine de skate, qui ont permis à Clark de se lancer. Parce qu'il fallait un peu de pub pour lancer le magazine, fallait payer l'impression. Très vite, ça s'est stabilisé, au bout de quelques temps. Et en 2005, malheureusement, il y avait des remous dans l'équipe, des questionnements de certains, des relations à notre éditeur, entre guillemets, qui était pas vraiment un éditeur, mais qui était pas le plus simple parfois en affaires, mais qui a permis beaucoup de choses. Donc ça, il faut lui reconnaître cette faculté de faire confiance à des gens, de leur donner une page blanche. Ça, c'était très rare et ça, c'est hyper important de le souligner, très très important, parce qu'on avait une liberté totale. Ça, c'est ultra rare. Mais c'est vrai qu'à côté, on a négligé de s'associer notamment au titre et d'être associé au titre, à la marque, au développement de la marque. Et ça, c'est un gros problème dans une entreprise indépendante. Ça a tout foutu par terre. Et ça aurait pas dû. Et c'est comme ça. Et en fait, du coup, en 2005, il y a eu un remous, à savoir le rédacteur en chef de Trix et de Clark, parce que moi j'étais co-rédacteur en chef, j'étais plus jeune que lui, et c'était lui qui avait le nom Clark. Moi, je mettais beaucoup de temps et d'énergie dans Clark, hein. J'en faisais beaucoup. Ça se voyait pas forcément pour tout le monde, mais j'en faisais beaucoup, et puis c'était aussi un travail d'équipe. Il y avait plein de gens qui gravitaient, qui amenaient beaucoup de choses. Un photographe qui était venu, notre directeur de la photo, Vincent Sagnier, qui s'impliquait aussi beaucoup. Et d'autres gens, FIF, qui étaient dans le magazine de skate. Il y avait des gens qui s'impliquaient aussi beaucoup. Et c'est vrai que moi, j'étais tellement passionné par tout ça. Et c'était vraiment galvanisant. Et c'est vrai que du coup, en 2005, Jonathan a voulu arrêter, partir. Donc tout d'un coup, et Fif aussi, son meilleur pote, bras droit, etc. Et donc on a arrêté le magazine de skate, donc le fameux Lee a arrêté le magazine de skate, et m'a dit voilà, est-ce que tu veux continuer? Je me suis posé des questions. Finalement oui, je suis parti un mois au Brésil, j'ai fait un break, j'étais un peu respiré, loin, et forcément quand je suis revenu, je me dis non, il faut continuer parce que c'est précieux comme projet. Et puis par contre, on va le retransformer et comme j'étais tout seul vraiment avec un DA indépendant, on a pris un nouveau DA qui s'appelait Vinom, qui faisait partie à l'époque du 9e concept. Et donc, on va confier la couve à des artistes. Donc, on va simplifier la formule. On va leur proposer de s'emparer de la couverture. Et donc, c'est les couves que tu vois, Steven Harrington, Para, etc., 2005-2006. Et là, ça a été plus clair, parce qu'on est passé en bimestriel. Moi, je me suis occupé juste de Clark. Et là, en plus, on commençait un petit peu à avoir un peu plus d'un intérêt. Ou alors, il y a des grosses marques qui commençaient à s'intéresser à tout ce qui était la street culture, la sneaker culture, la streetwear, des marques comme Nike, Adidas, Puma, etc. Donc, qui commençaient à mettre un petit peu plus d'argent dans la communication, qui s'intéressaient un peu à nous. Au fur et à mesure, on commençait à être un peu plus connus. Les soirées Clark aussi aidaient. Puis moi, j'avais ces quadruples casquettes, pub, marketing, event, contenu, etc. Mais je voyageais aussi pas mal, je faisais des soirées Clark un peu en France partout, on s'amusait, j'étais célibataire, c'était plutôt cool, mais ça prenait beaucoup de temps et d'énergie. Mais c'était aussi galvanisant de se retrouver dans ce bureau et de pouvoir faire des choses sur plein d'artistes. À l'époque, il y avait aussi il y a une librairie galerie qui a ouvert à Bastille qui s'appelait Les E-Dog, qui était aussi un hub pour tout ça. Il y avait la marque Sixpack, donc qui sortait plein de t-shirts en collab et des collections avec plein d'artistes. Donc on se faisait plein de choses. Moi, je continuais à faire le plus de skate possible, moins, mais j'en faisais toujours autant. Et puis, on sortait beaucoup parce que Paris reste une ville où il y avait beaucoup d'énergie, de concerts, de soirées, etc., d'expos. Voilà. Mais c'est vrai qu'en parallèle de ça, plus ça allait, plus le magazine se stabilisait, devenait plus clair au niveau de sa ligne éditoriale, de ses annonceurs, et plus je distinguais des failles dans notre organisation, dans notre fond, avec un éditeur qui n'était pas un éditeur, qui était un commerçant. Donc, il y avait une vision de commerçant, malheureusement, ou heureusement au début, mais pas à un moment où il faut se développer. Donc, on a cherché éventuellement à trouver des repreneurs. Puis, bon, on était démunis parce que on pouvait pas être sur tout. Moi, à l'époque aussi, j'avais des problèmes de famille, donc ça m'affectait, etc. Je faisais beaucoup d'allers-retours à Cholet. Mon père était tombé malade et tout. Et bref, et du coup, bon an, mal an, ça a duré. Moi, j'essayais de remettre ça sur la table longtemps, de dire, bon, il me faut une équipe. On commence à gagner de l'argent, ce magazine. On vendait pas mal en kiosque, hein. On avait un tirage de 25 000, 20 000, parfois on disait 35 000. Pareil, c'est un secret de polichinelle, parce que quand on voyait les tirages annoncés par WAD ou Vice, etc., qui disaient qu'ils tiraient à 100 000, 150 000, ça nous faisait bien rigoler. Mais tout le monde mentait sur ces chiffres de diffusion. On les augmentait un petit peu, mais de manière assez raisonnable.
Et il y avait de la pub qui rentrait, etc. J'avais plein d'idées de faire des collabs, des produits spéciaux. On a fait une couve avec A-Life, une assiette, un t-shirt. On faisait des t-shirts avec Six Pack. On a sorti en série avec Adidas et Tilt. Mais c'était la bagarre en permanence avec mon patron, mon éditeur, entre guillemets. C'était très compliqué de faire payer les pigistes, c'était très compliqué de mettre en place des projets, mais en même temps, parfois il y en a qui se mettaient en place de manière assez cool. Il y avait toujours une espèce de menace, d'ambiance délétère par rapport à certains projets, notamment au niveau de la finance, de la comptabilité, mais c'est parce que voilà, lui aussi il avait un magasin à faire tourner, des employés, etc. Donc il aurait fallu distinguer les choses, ce qui n'a pas été le cas. Bon, et en 2009, je fais rentrer quand même, je réussis à lui dire attends, il me faut du monde, sinon moi je suis épuisé. Je peux pas tout faire. Il me faut du monde. Il faut d'une équipe. Donc, on a fait venir une fille qui s'appelait Géraldine Masson, qui bossait chez les Idoc, une fille très sérieuse, passionnée par tout ça, la street culture, etc. En assistante un peu de direction. Et puis, j'ai fait rentrer un petit jeune qui venait au Soirée Clark, qui faisait partie un peu d'un crew qui s'appelait Pain au chocolat, Pigalle, qui est devenu la marque Pigalle plus tard, avec Stéphane Hachepoul et tout, et qui était un garçon qui était très curieux, qui était très gentil, qui était intelligent, et qui me paraissait être un bon aide de camp. Donc, j'ai fait beaucoup pour essayer de le faire rentrer. C'était pas évident parce que mon patron à l'époque était pas du tout c'était très compliqué. Il voulait pas qu'on fasse venir du monde au bureau s'il y avait des problèmes, des conneries, bon bref. Et je le faisais quand même je poussais le truc, tu vois. Je mettais parfois ma démission en jeu, tu vois, pour dire attends, on peut pas continuer comme ça. C'est pas le moment de lâcher. Et c'est là où sans doute on aurait dû trouver un investisseur ou un éditeur pour nous aider ou trouver une formule pour garantir et notre indépendance, notre créativité et nous aider à développer en prenant des gens, en changeant peut-être de bureau, en ayant un peu plus de moyens, avec une vision d'avenir. On n'avait pas de stratégie en fait. Tout se faisait au jour le jour presque. Ça peut pas durer des trucs comme ça. Et donc j'ai fait venir ce garçon, un nouveau DA qui s'appelait Fake, qui était sans doute très talentueux, mais qui avait aussi d'autres soucis à l'époque, caractère un peu particulier, très dur, mais qui était très talentueux, qui faisait du bon travail parfois, qui parfois c'était compliqué, mais qui avait du talent et qui faisait des très belles choses. On a fait des très beaux numéros, le numéro Day Life, le numéro de on dirait Mentor, le numéro de Mike Giant, plein de numéros de Steve, de Barry McGee, de Extrochu, enfin voilà, on s'entourait de plein de gens qui étaient passionnants, une grande équipe de gens, je peux pas tous les nommer, mais qui étaient des gens qui travaillaient, qui étaient pas beaucoup payés, mais qui faisaient des choses avec cœur et qui trouvaient en Clark une plateforme. Encore une fois, il y avait les soirées Clark qui continuaient, qui se développaient, qui marchaient toujours autant, qui sont devenus des mensuels à un moment. Mais voilà, moi je commençais à fatiguer quoi. Et en plus, il y avait une ambiance très délétère qui s'est installée au bureau, puisque justement, il y a eu des clans qui se sont formés dans mon dos, par mon biais ou à l'insu, avec aussi le patron derrière. Je te raconte un peu des secrets, mais voilà, il faut que ce genre de projet, et moi, j'ai un peu lâché l'affaire. Je te dis, j'avais des problèmes à l'époque de famille. Je décrochais sur des trucs. J'étais fatigué. Il y avait des choses. Je voyais plus le bout de certains trucs. J'étais pas tout le temps très bien payé. Mais en même temps, le magazine commençait à faire de l'argent. Je touchais des commissions sur des opérations. Donc, on était au début d'un nouveau truc. Et les gens que j'ai fait rentrer, notamment cette personne qui était mon assistant, est vite voulu me devenir calife à la place du calife. Ce qui avait pas de sens parce que j'étais pas du tout un calife. Mais, il faut une force quand tu diriges un projet comme ça, et je commençais à plus l'avoir. La motivation, je commençais à plus l'avoir. Je commençais à me dire, je vais jamais être associé à cette marque. J'en ai marre. Je vais avoir 35 ans. C'est pas du tout la manière de faire. J'étais fatigué. On peut dire aujourd'hui que j'ai fait un burn-out peut-être, mais voilà, j'ai eu envie de tout arrêter. Donc en 2010, notamment à l'issue d'une grosse opération avec Nike, qui arrivait dans le skate, qui arrivait dans le surf, qui lançait une marque qui s'appelait Nike 6.0, qui est devenue plus tard Nike SB. Et ils ont fait un gros événement à Osgore, autour du surf, du skate, de la culture autour, musique, etc. Et on m'a proposé, avec Clark, en tant que rédacteur en chef, d'être curateur de cette maison. Donc de faire venir des artistes en résidence, de faire des collaborations avec eux pendant l'été 2010. Mais avant, il y a eu 6 mois de craziness et de gens qui ont contribué à installer un climat et une ambiance et plein de choses qui ont fait que ça devenait plus possible, et là où j'aurais dû me battre pour remettre les choses à leur place, je l'ai plus fait parce que j'en avais marre et j'étais plus soutenu en fait aussi. Et il y a eu des choix qui ont été faits au sommet, c'était pas un gros sommet, mais qui ont été de privilégier des nouveaux arrivants ou des gens. Ils se sont révélés des très mauvais choix dans le futur, mais dans l'instant ça paraissait sans doute les bons choix, tant mieux.
Puis moi, je te dis, j'étais fatigué, je me sentais plus soutenu, plus investi. Je sentais que j'allais jamais avoir les parts que je méritais au bout de 10 ans. Tu vois, t'as l'idée, un projet qui a été ta vie. J'y allais le week-end, la nuit. Hein. C'était à la fois passionnant, mais c'était chronophage de ouf. Mais c'était aussi, encore une fois, pour moi, ça permettait de rencontrer, on faisait beaucoup de projets aussi par email à l'époque. On interviewait des gens. Enfin, c'était cool. Mais voilà. Et donc, il y a eu cet événement qui s'appelait la Roundhouse à Housegore en 2010. Et là, il y a vraiment eu un gros problème avec mon ex-patron. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça, quoi. Voilà. Et les choix ont été faits. Je suis parti. J'ai fait une rupture conventionnelle à la fin de l'été. Voilà, tout bon entendeur, salut. Ça, c'était en 2010, c'est ça? Ça, c'était l'été 2010. Voilà. Après cet été de curateur à la Roundhouse, après ce dernier numéro là que tu vois, où il y a un sujet justement sur la Roundhouse. Mais là, déjà, j'étais plus considéré comme rédac chef. Voilà. J'avais lâché l'affaire. Voilà. J'ai dit, ok, tu sais quoi. Et puis après ça, j'ai disparu. Et puis évidemment, les gens le calife est devenu calife à la place du calife. Il a réussi à arriver à ses fins, à installer une sorte de petite dictature, mais à sortir des trucs assez qualitatifs, mais qu'on déviait de la ligne éditoriale un peu de Clark, qui sont partis dans des trucs très contemporains, luxe, personnalité, moins street culture, on va dire. Voilà. Moi, à l'époque, je faisais plein d'autres choses. J'ai commencé aussi à travailler pour Vice. Mais je voyais que, je me disais, bon, bah, il y avait Clark. Il y a eu un numéro des 10 ans, tu vois, en 2011 ou en 2012. En 2011. J'ai jamais reçu un appel. On m'a pas convié. Rien du tout. Le truc s'est fait. Honteux. Tout le monde a trouvé ça honteux, sauf les gens qui ont fait le truc. C'est comme ça. Et ça m'a fait un peu mal, mais c'est comme ça. Puis moi, je faisais plein d'autres choses à côté. J'ai monté un festival de musique à la montagne. Et puis voilà, j'ai essayé de me préserver aussi d'être au milieu de gens bienveillants, ce qui était cool. Et donc voilà. Et ça, Clark s'est arrêté. J'ai appris en 2012. Voilà. Tout d'un coup, on m'a dit, ah bah t'es pas au courant? Bah non, quoi. Parce que j'ai plus du tout le lien. C'est des gens qui ont coupé le lien, qui ont voulu refaire leur histoire. J'entendais plein de choses, mais vraiment, mais honteuses. Comme quoi, ce qu'on avait fait pendant 10 ans, c'était de la merde et que tout allait changer, que ça allait être génial et que vous allez voir que ce que vous allez voir. Sauf que c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Et il faut un respect à la fois du lecteur, des collaborateurs, des annonceurs. J'ai pas de leçon à donner, vraiment, je sais pas mon genre, mais il y a des choses qui se faisaient, j'entendais de loin et j'étais là, waouh, jusqu'où ça va aller, quoi. Et finalement, voilà, j'ai appris la fin de Clark. C'était triste, mais moi j'étais déjà dans autre chose. Finalement, je me disais, tu sais quoi, bah tant mieux. Voilà, ça sera une belle histoire. Moi, c'est une partie essentielle, importante de ma vie, mais ça va pas s'arrêter là. Voilà. Après, moi, je suis retombé amoureux d'une fille. J'ai commencé à faire plein de choses diverses et variées. Je suis devenu consultant. Je travaillais pour plein de marques, plein de gens, plein d'agences et tout. Et je peux te dérouler tous mes projets, mais ils sont sur mon site. Tu peux aller voir tout ça. Si tu as des questions, j'y réponds. Mais voilà. Donc je me suis dit, moi, je vais développer ma marque à moi, Guillaume Le Goff, et collaborer avec plein de gens si je peux. Parfois, il y a eu des bons trucs, parfois des mauvais trucs. Il y a eu du haut, il y a eu du bas. Je suis loin d'être millionnaire, bien au contraire, mais j'ai essayé de garder mon indépendance. La seule fois où je l'ai perdu volontairement sur certains projets, j'ai pas été heureux, donc je suis revenu à ça. Et c'est ce qu'il y a de plus précieux, finalement. Là, c'est l'indépendance, la liberté, si tu peux. Mais je pense que c'est même sociétal, philosophiquement, c'est quelque chose qu'il faudrait qui soit plus répandu finalement, parce que tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu la chance d'avoir le lien avec toutes ces expressions culturelles, artistiques, etc. Le skate, le graffiti, toutes les valeurs portées de partage, d'échange, d'ouverture portées par toutes ces scènes, et qui font que tu te creuses quand même, tu te fais un mindset, quoi, tu te fais un état d'esprit. Après, c'est vrai qu'il faut pouvoir le dévendre, le développer, faire du business, tout en gardant des valeurs. C'est pas toujours évident. J'ai pas dit que j'ai la formule secrète, mais c'est vrai que avec Clark, ça a été une école formidable. Puis surtout, ça m'a fait rencontrer des gens incroyables, plein de scènes de plein de gens. Et aujourd'hui, on l'a fait jeune, donc il y a plein de gens qui s'en souviennent, je te dis, pour qui c'est important. Graphiquement, c'est vrai que pour des gens qui étaient aspirants graphistes, on était le seul magazine à un moment où le graphisme, l'art graphique, le graphic design se développait. On était les seuls à je pense, il y avait étape graphique, mais nous c'était autre chose, parce qu'à côté de ça, il y avait tout ce côté fun. Tu vois, on parlait de TTC, on parlait de graffiti, on parlait de streetwear, on parlait de rap, on parlait de punk rock, d'électro, de techno, de flyers, de tatouages, de toys, de sneakers. Donc c'était un tout, c'était générationnel. Donc je pense que il y a plein de gens qui s'y sont retrouvés.
Et puis aujourd'hui, peut-être qu'il y a une sorte de nostalgie, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des sites, il y a des blogs, on peut en parler. Franchement, on voit aussi que le tournant qui est parfois pris par certains de ces sites ou de ces blogs, c'est un waouh. Je sais pas comment l'exprimer, mais il y en a qui se débrouillent très bien. Je pense aux jeunes de Yard, tu vois, qui sont plus si jeunes, mais qui font des choses cool, qui sont un peu le Clark d'aujourd'hui finalement. C'est autre chose, parce qu'ils sont pas très skate, ils sont plus basket et foot, ce que je trouve un peu dommage, mais enfin chacun son truc en même temps. Mais le skateboard pour moi, c'est, je suis pas le seul à le dire, c'est au centre de la street culture. C'est pas assez reconnu encore. C'est très reconnu parce que ça va être au JO. Aujourd'hui, il y a des événements, Nike et voilà. Mais le skateboard, c'est, si t'es là-dedans, faut vraiment considérer le skate comme le chaînon manquant, quoi, le fil rouge de la street culture. Et en tant que pratiquant passionné de skateboard, je remercie. Enfin, c'est un truc de ouf, c'est génial. Voilà, parce que qui dit skate dit aussi surf, dit voilà. Donc tout ça, c'est très lié. Je trouve que le foot, les moins. Bon, c'est comme ça, c'est générationnel aussi. Hein. 98, Griezmann, Pogba, Mbappé aujourd'hui, Jordan pour le basket. Le basket, c'est, pour moi, ça a toujours été un truc. Moi, je suis petit, donc j'ai pas fait de basket, mais je viens d'une ville qui est passionnée de basket, sur les baskets, qui est en National 1. Donc, mais moi, j'ai vu le basket aspirer toutes les subventions de la ville dans laquelle j'étais, Cholet, et nous, rien pour le skate. Donc, j'ai fait une sorte de rejet du basket à l'époque. Je me souviens, j'étais là, ouais, c'est cool le basket, mais je comprends bien que c'est hyper important à New York, dans les playgrounds, dans l'underground et tout. Mais moi, je vois ça comme une sorte de gros business qui pompe de la thune et qui aspire tout et qui. Donc moi, j'étais. C'est pas le basket, ça me touchait pas trop. Alors je comprends et je respecte, etc. Je sais que c'est très important. Donc je comprends, je respecte. Je sais que le street basket, pour avoir été pas mal à New York, voir les trucs et tout, et connaître des gens qui ont fait des choses, notamment je pense à Kevin Coolio avec Bobito Garcia sur un film sur le basket, de street à street basket à New York. Donc tout ça je comprends, c'est très bon. Mais voilà, donc il y a plein de gens qui font des choses formidables. Les soirées Yard par exemple au Wanderlust, c'est un peu les soirées Clark d'aujourd'hui, sauf que le public est beaucoup plus éclectique, métissé, parce qu'il y a des nouvelles générations aussi. À l'époque c'était déjà très métissé notre génération. On était une génération, mais on sait encore plus aujourd'hui, ce qui est normal, c'est sociétal et c'est très bien comme ça. Il y a des gens, pareil, ça c'est super et tout. Le voguing, etc., c'est fascinant. Donc il y a plein de choses, mais c'est vrai que on retrouve pas, on fait le constat avec plein de gens autour de moi, de ma génération, mais aussi, donc entre 35 et 45 ans, mais aussi avec des plus jeunes qui sont passionnés de tout ça, de musique, d'art, de skate, de culture, de design, de vêtements, de machin, de sneakers. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens du coup qui m'en reparlent régulièrement. Ah, faut remonter Clark, tout ça, nanana. Mais Clark, c'était une entreprise et une aventure extraordinaire qui était liée à une époque, qui a été liée à des conditions uniques que j'ai décrites et que je pourrais décrire pendant des heures, pendant les détails. Et le fait que ça soit arrêté, c'est aussi très bien finalement, parce que ça, déjà, c'est son histoire. Et puis moi, j'étais presque soulagé de le voir s'arrêter parce que ça me faisait mal à l'époque de voir le truc se développer, de prendre un angle et d'entendre des choses de l'extérieur. J'étais effaré, quoi. Effaré. Mais c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on en reparle beaucoup aujourd'hui parce que c'est des cycles. C'est palpable un magazine, c'est concret. C'est moins concret un site ou un Instagram. Bon. Mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui la plus grosse galerie, le plus gros média du monde, c'est Instagram. Donc, on peut se comprendre. D'ailleurs, sur Instagram, tu postes encore régulièrement. Oui, moi je poste Clark. Oui, je poste beaucoup. Enfin, je poste beaucoup. Non, je remets régulièrement pour rappeler aussi, pour me faire plaisir, mais pour aussi rappeler que parce que c'est aussi mon métier. Moi, je suis aussi consultant, donc je travaille avec des marques, des machins, et je vois souvent des choses se faire. Je me dis, putain, ils auraient pu nous appeler là. Regardez, on a fait ça. Pourquoi c'est un tel? Parce que c'est mais il y a plein de choses qui expliquent tout ça. Aujourd'hui, on a une sorte d'agence de communication, de marketing, d'événementiel, de prod, et on aimerait faire plein de choses. Alors, on fait plein de choses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la street culture est devenue pop. C'est bien, c'est mal, c'est comme ça. Il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Moi, je suis aussi professeur dans des écoles de pub ou d'art, et j'ai monté un cours qui s'appelle Communication Culture Lifestyle où je décrypte, j'explique comment la street culture influence les communications des marques d'aujourd'hui. Donc le skate, le rap, le street art, etc. Et c'est flagrant, je veux dire. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de street culture. C'est devenu très très populaire. Le rap est la musique numéro 1. C'est générationnel. Aujourd'hui, un jeune, il écoute du rap, c'est comme ça. C'est très bien.
mais ça a aussi tout le côté nouvelle variette que ça, franchement, bizarre des fois pour des gens de notre génération. Moi, il y a beaucoup de gens autour de moi qui disent ouais, c'est de la merde. Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas du tout passiste. Il y a plein de choses incroyables dans le rap français, dans le rap étranger, dans le rap américain. Le streetwear, bah oui, le streetwear c'est devenu la mode d'aujourd'hui. Le luxe a complètement récupéré le streetwear et essaye forcément de se raccrocher à ces nouvelles audiences. J'invente rien. Le street art, bah voilà, c'est dans des musées, c'est institutionnel. Il y a des centres aussi de danse hip-hop institutionnels. Il y a des festivals sponsorisés par le ministère de la Culture de graffiti. Bon bah c'est comme ça, avec tout ce que ça comporte, des nouveaux acteurs, des gens qui sont dans ces milieux-là, qui en vivent, qui font des projets. Bon, c'est pas toujours les gens qui devraient, mais il y a plein de gens qui font des choses incroyables, formidables. Donc voilà, maintenant Clark reste une espèce de bulle bienveillante et un peu folle dans cette époque passée, mais qui aujourd'hui effectivement à la faveur des cycles ressort. Voilà. Après le digital a pris une ampleur formidable. Instagram, Internet a tout chamboulé, ça c'est clair et net. Mais il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que voilà, c'était Clark était et je pense restera comme un truc un peu fou. Je vois que t'as Juxtapose, tu vois, c'est pas du tout les mêmes fondements. Juxtapose aujourd'hui c'est une référence internationale. À l'époque ça l'était pas vraiment, c'était très californien ou américain. Bon, c'est pas non plus très connu, faut pas non plus abuser. Le numéro là, je pense que je l'ai acheté il y a 10 ans, quoi. Ouais, voilà, ça c'était l'Art in the Streets. C'est parce qu'il y avait une exposition incroyable à Los Angeles, au MoCA, auquel j'ai été 2 fois. Les Beautiful Losers, les Beautiful Losers le aussi. Documentaire, pour moi, c'est... Ouais, mais pour plein de gens. Mais je pense que t'interroges un gamin de 18 ans, 20 ans, tout ça lui parle pas du tout. À part quelques-uns qui sont un peu des curieux ou des grands frères que lui ont montré. Mais un gamin d'aujourd'hui vit dans son instant, c'est normal. Pour moi, cet épisode, c'est clair, il y a un petit côté nostalgique, quoi. Parce que comme je t'ai dit, j'ai découvert Clark, j'avais 19 ans, je les ai achetés. Mais bien sûr, la nostalgie, elle est dans l'humain. Ouais. Comme la joie, l'excitation, et etc. Mais pouvoir retracer cette histoire et de connaître aussi les coulisses, en fait, c'est hyper intéressant. Ouais, mais ça, c'est les histoires. Les gens aiment les histoires. Tout le temps, de tous les temps, depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Les histoires, c'est très commun de l'humanité. Et ça nous permet justement de nous lier les uns les autres et de nous nourrir les uns les autres. Et les histoires, c'est un lien commun. Donc voilà, donc ces histoires-là, il y a encore plein d'histoires à raconter. Et ça, c'est sympa, pouvoir les raconter. C'était quoi l'engagement de Clark? J'ai lu quelque part, tu disais, Clark, c'était pas fait que pour vendre des exemplaires, c'était un engagement. C'était quoi le message que vous vouliez faire passer? Bah, c'était l'engagement. L'engagement, nous, c'était, je te dis, ce côté contre-culturel, politique presque. On avait des convictions, nous, qu'on pourrait qualifier de convictions de gauche, radicales, progressistes aujourd'hui, qu'on retrouve chez certains leaders politiques. Je pense à des gens comme Bernie Sanders aux États-Unis ou d'autres. Mais une forme de générosité, de bienveillance et de volonté d'essayer de changer la société. Vraiment. Je pense que sincèrement, et certains l'oublient, mais c'est le côté marchand de cette culture d'aujourd'hui, de cet aspect commercial qu'on retrouve chez Hypebeast, Ice Nobody, qui sont ultra business, ultra orientés produits, orientés marque, luxe, à mon grand désarroi parfois, ou d'autres, qui parlent de street culture, mais qui parlent en fait de produits ou de commercialisation de la street culture. Pas d'esprit de la street culture. Si on oublie que la street culture était à la base le hip-hop, la voix des sans-voix, une volonté de changer, de faire changer les choses, que certains trouvent une autre place dans la société, ce qui est le cas aujourd'hui. Donc c'est bien, mais il faut pas lâcher ça. C'est là où j'aime beaucoup les combats de JR ou d'autres, ou de Lajli, ou même ce que fait Mouloud avec Click, etc. Bon, mais le rap, le graffiti, c'est pur à la base. Ouais, il faut le dire. Je veux dire. Voilà, aujourd'hui c'est la variété, mais ça portait des valeurs et des messages qui étaient forts et qui nous touchaient beaucoup à l'époque. Mais il y avait aussi les Beastie Boys ou Cypress, donc c'était plus fun. Mais c'est voilà. Dans Clark, je disais toujours, on a une mission, on a une conscience, il faut qu'on soit ce drapeau, tu vois, qu'on soit ces porte-drapeaux, si on peut aider. C'était complètement conscient du coup. Oui, il y avait cette volonté quand même de se dire, attends, on est quand même un peu des aliens parfois. Je te dis, à l'époque, c'était un peu alternatif quand même. Donc aujourd'hui, c'est normal, mais c'était pas si normal à l'époque. On baignait tellement dedans que pour nous, c'était normal. Mais il y avait cette volonté de se dire, attends, le skateboard, c'est un truc de paria un peu quand même. Les gamins qui jouent avec un bout de bois, allez-vous-en. Mais aujourd'hui, c'est génial. Si t'as une board suprême, tu vois, c'est le top, quoi. Et puis, tu peux échanger ça des milliers d'euros, quoi. Bon.
Mais c'est comme ça. La street culture, il y a un pendant argent, monnaie, value, spéculation. C'est inhérent. Mais si c'est que ça qu'on pousse, moi, ça me va pas personnellement. Et je pense pas que ça puisse faire changer les choses. Tu n'entends jamais les plus grands acteurs médiatiques, je parle encore une fois d'Hypebeast ou d'Ice No Diabetes, qui sont les blogs devenus des médias millionnaires. Hein. Hypebeast est rentré à la bourse de Hong Kong. Ice No Diabetes vient de faire rentrer Prada comme actionnaire majoritaire ou minoritaire. Mais enfin, donc on est à un tournant depuis quelque temps là. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Je sais pas. En tout cas, c'est une réalité. Et ça sert aussi des objectifs. Mais si on oublie derrière, j'entends jamais ces scènes-là ou ces gens-là parler de développement durable, d'écologie, de nouveaux modèles, parce que c'est pas viable les uns les autres, tu vois. Et je trouve que la street culture, ça doit servir aussi à ça, à servir à poser des questions, à déranger, à bousculer. Ce qui était le cas d'une forme du rap, du graffiti, du streetwear. Fucked. La marque emblématique du street, fucked, quoi. Bon. Aujourd'hui, tout le monde veut faire sa marque de street. On sait pas trop comment, tu vois. Bon. Mais c'est normal. Il faut expliquer. Il faut dire, il faut convaincre, Donc on a besoin de médias, on a besoin de gens aussi qui le rappellent. Il y en a plus trop, tu vois. Chacun pense aussi à se nourrir, à gagner sa vie. C'est important aussi. Donc, moi, à un moment, les combats, et puis on vieillit, et puis, etc. Et puis, un jeune d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est tellement présent que peut-être qu'il a pas conscience de ça. Mais en même temps, les jeunes sont vachement dans défendre leur communauté, affirmer leurs différences, mais aussi, il faut être célèbre très vite. Il y a les réseaux sociaux. Clark, je trouve justement qu'il y avait ce côté, à travers de son éclectisme, vous rassembliez plusieurs communautés, justement, pas juste une, quoi. Mais c'était dû à ce qu'on aimait, ce qui on était et comment on voyait aussi le truc, tu vois. C'était normal pour nous d'avoir des frics de la techno, des mecs complètement border du punk hardcore ou des mecs du hip-hop ou des gars qui collectionnaient des sneakers et qui étaient des tueurs en graphisme et des mecs qui faisaient des œuvres formidables sur les murs. Bon, donc c'était un rassemblement de tout ça, hommes, filles, hommes, garçons, filles. C'était nous, on vient d'une génération vraiment. C'est pour nous, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, il y avait les bons et les gentils, mais c'était un peu comme ça. On s'en fout de ce que tu portes, ce que tu écoutes, franchement, c'est clair que ça servait aussi à ça, tu vois. Donc il y avait un côté un peu innocent, parfois un peu naïf, ce qui a contribué sans doute à la perte du projet. Mais il y avait cette conscience, ouais. Ouais. Tu me parles de naïveté et tout. Moi, je trouvais ça super beau. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'a attiré. Enfin, c'était naïf et pas naïf à la fois, quoi. C'était hyper fun, ça revendiquait des choses tout en étant généreux, bienveillant, tout ça. Bon, bref, en tout cas, je sais. Ouais, il y avait cette volonté de bienveillance qui est due aussi à nos éducations respectives ou à nos personnalités. Mais on voit aussi que parfois c'est des yens qu'on gagnait, tu vois, qu'on remportait, parce que eux, ils avaient une vision très business et très égocentrico argent du truc. En fait, c'est l'argent et la valeur. Je suis désolé, enfin. Le monde est gouverné par un billet qui s'appelle le dollar. C'est triste à dire. Aujourd'hui, les Américains sont omnipotents et omnipuissants et on le voit à nos dépenses souvent. C'est un problème. Clark reflétait beaucoup ces cultures-là, mais en même temps reflétait cette contre-culture-là. Donc cette volonté de voir les choses autrement. Quand on publiait des portfolios, des interviews de Glenn Friedman ou de Jello Biafra, de gens comme ça, c'était des gens qui portaient une voix avec des idées de volonté de changement, quoi. Ce qu'on appelle aujourd'hui le progressisme. Ouais, bien sûr. Donc c'était politique, tu vois aussi. Il y avait une volonté de politique. Bah, moi, ce que j'entends à travers ton histoire, c'est que pour garder tout cet esprit de bienveillance, de liberté, d'indépendance, de créativité, il a fallu vous bagarrer, quoi. Oui et non. On travaillait beaucoup, mais on travaillait, on n'avait pas l'impression de travailler. Ouais. On avait l'accès à un bureau, on allait jour et nuit, week-end. Donc c'était cool, tu vois, on était conscient de ça. Et en même temps, je te dis, il y avait toutes ces histoires, de ces problèmes, on n'était pas bien payé, ou des fois on avait l'impression de se faire arnaquer, etc. Et de pas savoir trop où ça allait, tout ça. D'absence de stratégie, de machin et tout. Justement, si tu pouvais revivre cette aventure, quelle est la chose que tu aurais fait différemment? Je te dis, je pense qu'à un moment, je me serais battu pour être associé dans le business. Ouais. Vraiment. Et de rien lâcher, de faire en sorte que ça se fasse. Et d'être encore plus présent sur ce côté-là. Et de pas me dire, on verra demain. C'est hyper important quand tu fais une aventure comme ça, quand tu bâtis une marque, parce que j'estime avoir contribué fortement à bâtir une marque qui s'appelait Clark, mais si t'en es pas actionnaire, propriétaire, il va y avoir des problèmes à un moment. Et il y en a eu. Voilà. Parce que tu pèses pas à un moment.
C'est comme ça. Donc ça, je le referai. Mais sinon, tout le reste, puis bon, peut-être un peu moins faire la fête ou être un peu plus sérieux parfois, mais ça va. Si votre histoire ferait rêver des personnes aujourd'hui, quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Bah de faire ce que nous on a fait, parce qu'on s'est inspiré et qu'on était inspiré par plein de gens, c'est-à-dire de si on a un projet, de vouloir organiser un festival, de monter un webmag, un zine, de sortir. Voilà, si t'as une volonté de monter un projet, bah de tout faire pour que ça se fasse. Après, ça va pas toujours être facile, mais et puis de faire les choses avec une conscience justement, conscience de progressiste, j'allais dire, tu vois, de pas oublier le fait que cette planète, on vit dessus, qu'elle est à terme périssable, et que tout doit être fait dans une forme de conscience globale, de solidarité, de générosité, de bienveillance. C'est facile à dire, hein, mais voilà, et de pas perdre de se nourrir continuellement, et d'être guidé par ces valeurs, tu vois, de partage, de générosité, de créativité. Tout ça, pour moi, c'est un même tout, mais voilà, j'ai pas vraiment moi, je te dis, je suis pas le mieux placé pour donner ni des leçons, ni des messages. Je suis encore dans l'apprentissage de plein de choses et tous les jours, j'en apprends. Donc, non, j'ai pas c'est essayer de faire son petit bonhomme de chemin, et puis si on peut faire des projets avec d'autres gens ou ses propres projets, bah, se dire que c'est con, c'est nul ce que je dis, mais c'est d'y croire, quoi, tu vois, et d'essayer de le faire, parce que sinon après on aura des regrets, mais bien sûr. Voilà. Ouais. Si c'est bon pour toi, moi c'est bon pour moi. Très bien, c'est bon pour moi, ouais. Top. Hein, voilà, Guillaume, voilà, merci Jérémy. Merci beaucoup, c'était hyper passionnant de retracer toute cette histoire. Comme je te dis, là, c'est presque si on était devant une armoire qu'on avait un peu ouvert là, mais il y a plein de tiroirs dans cette armoire. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc il y a encore beaucoup d'histoires. On parlait d'histoires. Il y a forcément plein d'histoires, d'anecdotes. Peut-être qu'un jour elles seront racontées j'avais toujours eu l'idée de faire un documentaire ou un livre. Ouais. Mais c'est très. Je l'attends encore. Hein. Ouais, mais on verra. Ouais. On verra. Ouais, là c'est un peu le fil rouge de l'histoire. Ouais, voilà. Et j'en oublie. Et encore une fois, tout ça s'est fait avec plein de gens qu'il faut jamais oublier, parce que ces histoires, c'est avant tout des histoires humaines. C'est clair. Voilà. Guillaume, merci beaucoup, c'était top. C'était ma discussion avec Guillaume Le Goff. Waouh, quelle histoire, hein? Après ça, on aurait carrément envie de le voir, ce fameux documentaire dont on a fait mention à la fin, non? En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié ce moment avec Guillaume et je suis ravi d'avoir pu le partager avec vous. Allez, si cette histoire vous a plu et que vous venez de vous souvenir à quel point Clark fut important pour vous également, dites-le directement à Guillaume en le suivant sur les réseaux sociaux @GuillaumeLeGoff. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à le partager sur vos réseaux sociaux, à le partager à un ami ou à lui laisser une note ainsi que quelques étoiles sur iTunes, 5 de préférence. Et puis, si vous ne voulez plus rien louper des actualités de ce podcast, vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, ou vous abonner à ma newsletter. Les liens dans les notes de cet épisode. Comme d'habitude, je profite de l'occasion pour remercier mon ami Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuyMusique ou à écouter d'autres sons sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle interview. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao ciao.